Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle présentation que nous vous proposons dans le cadre des Journées du patrimoine. Je suis Rim Twil, coordinatrice du numérique et de la recherche au département des arts du spectacle, un des départements spécialisés situés sur le site Richelieu et qui conserve les archives du spectacle vivant. Ma collègue Lise Fauchereau, chargée de fonds d'archives et de collections au département, et moi-même, vous proposons aujourd'hui de découvrir un ensemble de maquettes et de décors de Christian Bérard, peintre, illustrateur, mais surtout décorateur de théâtre et costumier, dont le travail a très fortement marqué le théâtre français des années 1930 et 1940. Le département des arts du spectacle conserve un peu plus de 660 maquettes de Christian Bérard pour des mises en scène de grands noms du théâtre et de la danse, parmi lesquels Jean Cocteau, Jean-Louis Barrault ou encore Louis Jouvet. La très grande majorité de ces maquettes est d'ailleurs conservée dans le fonds Louis Jouvet, et 260 d'entre elles sont aujourd'hui numérisées et visibles sur Gallica depuis 2019, date à laquelle Bérard est entré dans le domaine public. La collaboration entre Bérard et Louis Jouvet a été l'une des plus fructueuses de l'entre-deux-guerres artistique en France et a donné lieu, pendant près de 20 ans de collaboration, à un très grand nombre de mises en scène. Nous vous proposons aujourd'hui d'en découvrir deux exemples particulièrement remarquables, à la fois donc les maquettes, dans un premier temps, de décors de la pièce L'école des femmes, mise en scène en 1936 au théâtre de l'Athénée, et dans un second temps, les maquettes de costumes de Don Juan ou Le Festin de Pierre, mise en scène en 1947 dans le même théâtre. Mais avant de commencer, quelques mots sur la carrière de Bérard lui-même. Christian Bérard est un peintre, illustrateur et dessinateur, scénographe, décorateur et créateur de costumes dans le monde du théâtre et de la danse. Il est né à Paris le 20 août 1902 et meurt en 1949. Fils unique d'une famille bourgeoise, son père était architecte. À Paris, il fait ses études au lycée Janson de Sailly et entre à l'académie Ranson en 1920. Il y étudie la peinture sous la direction de plusieurs peintres nabis, comme Édouard Vuillard et Maurice Denis. Bérard peint et expose en galerie ses premières toiles dès 1920, notamment chez Christian Dior, qui est alors galeriste. Il fréquentera également Elsa Schiaparelli et Yves Saint-Laurent. Dès cette époque, Bérard côtoie les milieux littéraires et artistiques de Paris, notamment le poète René Crevel, les écrivains Colette et Jean Genet, ou encore Jean Cocteau. Il se lie aussi avec des personnalités du monde de la danse, comme Boris Kochno, qui est alors secrétaire de Diaghilev, directeur des ballets russes. Mais c'est au théâtre qu'il offre une œuvre particulièrement prolifique et éclatante. Dès les premières années, dès les années 30, de grands metteurs en scène de théâtre l'invitent à créer des décors et costumes pour leurs pièces, au premier rang desquels Jouvet, Jean-Louis Barrault et Cocteau. Bérard a une relation privilégiée avec Cocteau. Ils vont collaborer pour La Voix humaine, Renaud et Armide et la version théâtrale de L'Aigle à deux têtes. Et bien sûr, au cinéma, dans le célèbre film La Belle et la Bête, qui sort en 1945 avec des décors et des costumes de Christian Bérard. C'est aussi chez Jean Cocteau, au cours d'un dîner, en février 1933, que Bérard rencontre Jouvet. Il est conquis par la personnalité de celui-ci et déclare à Cocteau qu'il a enfin vu un homme de science du théâtre, de science et d'amour. Ainsi commence avec Louis Jouvet une complicité de création pour plusieurs pièces, dont L'école des femmes, La folle de Chaillot et Don Juan. Donc, L'école des femmes, donnée en 1936 au théâtre de l'Athénée, est une des premières mises en scène qui ont vraiment contribué à la légende Bérard et d'ailleurs également à la légende Jouvet, puisqu'il n'est directeur du théâtre de l'Athénée que depuis 2 ans, direction qu'il a reprise donc en 1934. Petit rappel succinct de la pièce avant de s'arrêter sur les maquettes de décors. Arnolphe, donc interprété par Jouvet lui-même, que vous voyez ici sur la photo à gauche, souhaite se marier mais a peur d'être trompé. Et convaincu qu'une femme ne peut être vertueuse qu'en étant ignorante, il décide de faire élever sa pupille Agnès, qu'il compte épouser, dans l'isolement le plus total, d'abord dans un couvent, puis dans une maison gardée par un valet et une servante. Mais bien sûr, cela n'empêche pas Agnès de rencontrer le jeune Horace depuis sa fenêtre et d'en tomber amoureuse au grand désespoir d'Arnolphe.
La mise en scène de Jouvet a fait date, notamment parce qu'elle fut l'une des premières mises en scène à renouer avec la tradition comique initiale de la pièce, avec la veine comique initiale, qu'une certaine tradition théâtrale avait parfois délaissée au profit d'une lecture presque exclusivement tragique, voire romantique du personnage d'Arnolphe. Et à la lecture de la presse de l'époque, on insisterait souvent sur un point, à savoir l'ingéniosité des décors. Puisque, en effet, pour cette pièce où l'enfermement d'Agnès reste l'enjeu principal, Bérard conçoit un décor mobile qui permet, au gré des ouvertures et des fermetures des murs, de figurer à la fois la maison où Agnès est tenue recluse et la rue où se passe une grande partie de l'action. On retrouve ici d'ailleurs le goût de Louis Jouvet pour les effets de machinerie théâtrale, en souvenir notamment de ses débuts comme machiniste puis régisseur au Théâtre du Vieux-Colombier dans les années 1910. On retrouve également ici une des caractéristiques des décors de Bérard, à savoir la volonté de celui-ci de mettre les décors au service de l'action, de les faire finalement les moins visibles possibles, les moins voyants, comme le révèle une des lettres qu'il a écrites à Louis Jouvet au sujet de la pièce, où il écrit « Atmosphère très curieuse, mais je crois plus par le jeu des acteurs que par le décor ou la mise en scène, décors et costumes devant être invisibles pour moi ». Bien sûr, ces décors et de la même façon ces costumes, dont vous voyez ici quelques exemples, seront très loin d'être invisibles, mais ce système mobile permet quand même une fluidité de l'action tout en la recentrant sur les personnages, notamment celui d'Arnolphe, qui est vraiment mis au centre de la pièce selon le vœu de Jouvet. Comme on peut le voir sur ces deux dessins au crayon, qui donc donnent un aperçu de ce qu'on pouvait voir du décor au début de la pièce, on voit que la maison d'Arnolphe, donc en fond de scène, prend la forme d'une tour centrale, qui rappelle d'ailleurs assez les tours de contes de fées dans lesquelles étaient tenues captives les princesses. Tour dont deux murs s'avancent sur la scène jusqu'au milieu en forme de proue de bateau. Ces murs encerclent un jardin et s'ouvrent comme la pince d'une tenaille ou d'un homard, selon les mots des critiques de l'époque, pour faire apparaître le jardin. Donc vous voyez ici à gauche sur ces maquettes à l'aquarelle le dispositif mur fermé et à droite le dispositif murs ouverts qui laisse apparaître le jardin. Les murs s'ouvraient et se fermaient donc au gré des scènes selon qu'elles se passaient à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous remarquerez une petite note surréaliste sur la maquette de gauche. Les chandeliers par lesquels était diffusée la lumière semblent pendre littéralement des nuages et donc brouillent cette opposition intérieure-extérieure et rajoute une petite note surréaliste féerique à la mise en scène, ce qui est d'ailleurs une des caractéristiques des mises en scène de Bérard, qu'on retrouve dans plusieurs mises en scène ultérieures avec Louis Jouvet, comme par exemple Illusion comique ou Don Juan notamment, et qui rappelle bien sûr les chandeliers dans La Belle et la Bête de Cocteau, dont vous avez vu une photo tout à l'heure. Pour vous donner un petit aperçu de ce que cela pouvait donner sur scène, voici une photo d'une maquette en volume du décor. Donc, à la lecture de la presse de l'époque, on se rend compte que ce décor n'a pas toujours fait l'unanimité et a pu avoir ses détracteurs, notamment Alain Lambreau, dans Le Petit Parisien du 10 décembre 1940, qui écrit « Non, j'ai beau faire, je n'arrive pas à admirer cela, c'est laid. Cette maison et ce jardin d'Arnolphe font penser au pavillon de notre maçonnerie élevée dans les lotissements du Tour de Paris, et les constructions voisines, avec leur style pénitentiaire, évoquent un coin de Cayenne plutôt qu'une rue de la capitale au temps du roi Soleil. » Donc, cette critique peu tendre reste quand même dans la minorité, puisque la critique et le public ont très largement encensé cette mise en scène, qui a connu un succès considérable, puisqu'elle a été représentée plus de 675 fois entre 1936 et la mort de Jouvet en 1951. Et ces décors en sont devenus quasi mythiques, comme l'avait d'ailleurs prédit Marc Becbédé dans son article des Étoiles du 16 juillet 1946, lorsqu'il dit « Les décors de Bérard entreront eux aussi avec une telle autorité dans l'éternité théâtrale qu'on se demande presque avec inquiétude si d'autres pourront jamais les remplacer. » En 1947, Bérard et Jouvet travaillent à nouveau sur la comédie de Molière Don Juan ou Le Festin de Pierre. Bérard est chargé des décors et costumes, Jouvet est à la mise en scène et joue le rôle de Don Juan. La première a lieu le 24 décembre 1947 au Théâtre de l'Athénée.
La pièce est un événement, car jouée à peine plus d'une centaine de fois depuis 1665, comme vous pouvez le voir sur cet article. Avec sa mise en scène, Jouvet rompt avec la tradition scénique autour de cette pièce, puisqu'il remplace le jeune séducteur spirituel par un homme de 60 ans cérébral et cynique, qu'il incarne lui-même. Avec ces deux costumes masculins, ce que l'on peut voir, qui sont sur une planche de 40 cm sur 31 cm, c'est que le costume n'est pas forcément dans le style de la pièce, c'est-à-dire le XVIIe siècle. Bérard réinterprète l'époque. Ils sont à la fois somptueux et rehaussés d'une judicieuse fantaisie. Christian Bérard fait preuve d'inventivité en créant des costumes d'un style nouveau et mélangé. Cette recherche se matérialise tout particulièrement par les petits dessins sur la planche sur la droite, où l'on voit qu'il recherche la forme des chapeaux. Dans les deux planches suivantes, qui sont deux maquettes à la mine de plomb et à la gouache de 50 sur 32 de large de chacune, Christian Bérard œuvre avec une aisance dans la couleur, la forme et le choix des matières. La présence de dentelles, de rubans noirs piqués sur l'habit blanc donne au costume un côté féerique et enchanteur. Jouvet, quant à lui, souligne le côté religieux de la pièce dans sa mise en scène. Ici, surtout sur la planche de droite, la présence de la tête de mort est un signe de la vengeance divine. Mais la critique est partagée, elle désapprouve la richesse des costumes autant qu'elle encense leur sobriété. Comme vous pouvez le voir sur cette coupure de presse, le journal L'Aurore reproche à Bérard d'avoir fait pour Don Juan un costume sombre et des cheveux au vent. Bérard riposte et répond que Jouvet a voulu marquer le côté espagnol d'une histoire étrange pour nous, même après sa francisation par Molière. Avec les deux costumes suivants, les deux costumes des comédiennes qui jouent les rôles de Charlotte et Mathurine, nous allons plutôt nous attarder d'abord sur la planche de gauche. C'est un costume pour André Clément, qui joue le rôle de Mathurine et qui sera d'ailleurs la future femme de Jacques Dufilot, le comédien. La comédienne a été formée au théâtre par Jouvet. Il s'agit là d'une mine de plomb et d'un fusain. Par cette silhouette élégante, ce que l'on peut voir surtout et comprendre, c'est que Bérard ait été sollicité pour illustrer des journaux de mode américains comme Vogue et Harper's Bazaar dans les années 30. Sur la maquette de droite, ce que je vous propose, c'est plutôt de vous arrêter sur les échantillons de tissus qui sont collés en haut à droite de la planche et de vous illustrer plutôt par une anecdote de Jean-Claude Pascal qui, avant d'être comédien, était modéliste à cette époque. Il était donc chargé de trouver les étoffes chez le couturier Roger Piguet. Il dit ainsi: Mathurine, dit-il, habillée dans de la toile à sac, juchée au sommet du crâne, une véritable galette au diamètre imposant, et Elvire, vêtue de drap noir luisant, retenue par endroits pour former dans la jupe des reflets en forme d'étoiles, la tête noyée dans un flot de tissu sombre et vaporeux. Enfin, quelques mots avant la disparition de Bérard en 1949, que l'on peut retrouver dans le journal Gavroche. Ils disent: Bérard rend la comédie tragico-féerique. Les costumes et décors qu'il compose donnent au spectacle animation, couleur et harmonie. Voilà, si vous souhaitez découvrir deux maquettes originales de Bérard pour l'école des femmes, elles sont visibles les 19 et 20 septembre à la BNF sur le site de Richelieu lors des Journées du patrimoine. N'hésitez pas à poser vos questions ou commentaires. Nous vous disons maintenant au revoir. Au revoir.